Mais est-ce que assassiner faisait partie de leurs activités? Un de leurs documents déclare « Nous avons l'assassinat en portefeuille en même temps que tout ce qui tient au terrorisme ou aux activités du même ordre. » Mais il est évident que l'assassinat est considéré comme un acte ne faisant pas appel à trop de scrupules moraux. C'est en tout cas ce qui est exprimé dans les documents que j'ai vus. Il existait des gens dont nous voulions nous débarrasser. Des gens dont la disparition arrangeait tout le monde. Et faire partie de ce service empêchait de se demander si l'acte manquait ou non de courtoisie. Vous n'en aviez pas le temps. Vous aviez un objectif à atteindre et vous vous attachiez à le faire quoi qu'il puisse en coûter. Personnellement, il me semble que, et je pense ne pas me tromper, que Churchill devait tirer un certain plaisir de cette idée d'assassinat, du simple fait que les autres y étaient opposés. N'oublions pas qu'il est l'homme qui a assis le SOE. Il n'en est peut-être pas personnellement le créateur, bien évidemment, mais c'est lui qui a donné l'impulsion première à sa création. Je pense donc que Churchill considère que, culturellement, l'assassinat est la seule chose à faire. Vous ne pouvez pas programmer une opération militaire sans obtenir de renseignements, et ceux-ci se trouvaient classifiés au SIS, Secret Intelligence Service. Alors vous faites appel à eux et vous leur posez des questions. L'ennui, c'est que le SIS avait déjà son propre programme. Toujours rien? Non. Très bien. Merci. Au revoir. Et ça ne tenait qu'à eux d'accepter ou non de répondre à nos questions. Je pense ne pas me tromper en disant que le SOE avait été créé uniquement pour la guerre, alors que le SIS, le Secret Intelligence Service, ou le MI6 ou tout autre service fonctionnait depuis plus longtemps, ce qui entraînait des affrontements, une rivalité entre les deux. Oui, ces services, de façon générale, ne cherchaient qu'à mener à bien deux activités, mais deux activités qui sont fréquemment incompatibles. Le SOE était devenu une ramification trop importante du Secret Intelligence Service. Oui, les activités du SOE étaient essentiellement les coups de force. Leur but était avant tout d'essayer de détruire l'infrastructure de l'effort de guerre de l'armée allemande. Et, dans la mesure où le SIS tendait à préférer des opérations effectuées dans le calme et la tranquillité, style « j'essaie de passer inaperçu », les clashs étaient fréquents entre les services. Pour tenter de résoudre ces tensions, les chefs de ces services devaient se rencontrer. En tant que responsable du SOE, le général Gubbins devait affronter le responsable du SIS, le général de brigade Sir Stewart Menzies, appelé plus souvent C. À vrai dire, nous autres au SIS, nous marchons en chaussons, alors que vous, au SOE, vous vous déplacez en Rangers. Vous appréciez la musique forte, nous préférons le silence. Votre silence est particulièrement mortel. Votre musique aussi. L'une des opérations qui avait engendré cette tension avait été en 1942 l'élimination du chef de la sécurité nazie, le lieutenant-général Heydrich. Heydrich était l'un des cerveaux les plus tordus, adepte de la solution finale. Deux assassins d'origine tchèque furent entraînés par le SOE en Grande-Bretagne, puis réexpédiés à Prague avec les matériaux nécessaires pour la fabrication d'une bombe. Ils firent sauter la voiture de Heydrich, qui périt. Les conséquences furent terribles. Les assassins furent tués et 5000 villageois tchèques innocents massacrés. Mais l'assassinat restait la seule chose à faire. C'était une action efficace. Cela avait coûté très cher, énormément d'argent. Mais je pense toutefois que l'impact qui en résultait était très important parce qu'il permettait de mettre fin à certains aspects du comportement allemand à l'égard de tout le conflit. L'élimination de Karl Heydrich était une bonne chose, une très bonne chose. Mais le meurtre de Heydrich avait mis en lumière les différences qui existaient entre le SOE et le SIS. Et c'est précisément pourquoi je préférerais que vous acceptiez au moins de coopérer à la phase de mise en place. J'irais même jusqu'à suggérer de mettre l'un de vos hommes sur l'affaire, tout en sachant qu'en fin de journée, ce ne serait pas à moi qu'il viendrait faire son rapport. Croyez-vous que mes hommes feraient délibérément obstruction à ce projet délirant que vous avez nommé Foxley? Ça m'a traversé l'esprit.
La frontière est plutôt mince entre l'obstruction intentionnelle et l'obstruction par défaut. Elles ont le même effet. Dans les deux cas, la mission n'est pas menée à bien. Le crépuscule définit précisément la courte période où l'on ne peut reconnaître un chien d'un loup. Allons donc. Personnellement, les images me laissent froid. J'ai bien d'autres préoccupations. Serait-il correct de dire que l'Allemagne nazie a actuellement atteint son crépuscule, ce qui reviendrait à dire « Faisons-nous peur aux loups qu'il la représente » Seigneur, comment se fait-il que vous soyez si obtus? Ou serait-ce l'aurore, quand le loup est endormi, que le chien veille, loyal, obéissant et très contrôlé? Ce n'est qu'un satané cauchemar auquel il faut mettre un terme. Apprivoisons plutôt ce loup. Et ensuite, comme il se doit, je lui mettrai une balle entre les deux yeux. Dans ce cas, je serai clair. Si jamais Hitler est assassiné, si on le fait disparaître, qui prendra sa suite? À votre avis, sera-ce Himmler, Speer, Goebbels ou un autre nazi qui sera prêt à faire la paix avec nous dans la mesure où on permettra à l'Allemagne nazie de continuer? Ou Staline? Je préfère encore plutôt crever que d'avoir un communiste pour voisin. Ou les Américains, qui prendront la relève dès que l'heure sera venue. Ça vous intéresse de savoir ce qui se passera selon moi si Hitler est tué? Bien sûr. La guerre s'arrêtera. La paix lui succédera. Mais je vous rappelle aussi, comme vous le savez déjà, que dans toute cette affaire, c'est moi qui détiens la confiance de notre ami commun. J'ai parlé à C hier au sujet de Foxley. Et je dirais qu'il était loin d'être optimiste ou même enthousiaste. Mais il a dit qu'il nous aiderait de son mieux en nous fournissant des renseignements sur les déplacements d'Hitler. Veuillez en conséquence faire en sorte qu'LBX soit mis en contact avec celui que C aura choisi. Bonjour, monsieur. Vous auriez besoin d'informations, m'a-t-on dit? C'est vous qui êtes venu m'espionner, mademoiselle Cascart? Les erreurs du passé servent notre avenir. Et l'échec des projets de certains peut conduire à la réussite des nôtres. Maurice Bavo. Maurice Bavo était suisse. Étudiant en théologie, il considérait l'avènement du régime hitlérien avec horreur. En 1938, il était allé à Berghof avec l'intention d'abattre Hitler à bout portant. Mais bien qu'il se fût fait passer pour l'un de ses loyaux partisans, il ne put l'approcher suffisamment. Un des gardes lui conseilla pourtant d'aller à Munich pour tenter d'y rencontrer Hitler. Bavo se rendit donc au défilé public, où, se faisant passer pour un journaliste, il obtint une place au premier rang. Un revolver en poche. Hitler apparut, mais le temps que Bavo se saisisse de son arme, Hitler était passé. Sa ligne de tir a été masquée par le bras d'un officier nazi qui saluait. Justice immanente. Georg Elser. En 1939, Georg Elser, un ébéniste allemand, sympathisant communiste, s'était arrangé pour s'introduire dans une salle de congrès de Munich et pour placer une bombe artisanale derrière le podium d'où Hitler devait parler. Il avait réglé sa minuterie 3 jours avant sur 21h20. Hitler arriva, se mit à parler, mais sans raison particulière, écourta son discours. La bombe explosa à 21h20. Hitler était parti à 21h07. Il a raté Hitler de 13 minutes. Rien. Est-ce qu'Hitler était considéré comme une cible facile, selon vous? Klaus, si on considère le fait qu'Elser avait été autorisé à passer plusieurs nuits avant que le discours n'ait lieu dans cette salle de congrès, cette fameuse Burgerpur-Keller, ce qui lui a permis de fabriquer une niche pour y cacher sa machine infernale, s'attendrait à indiquer de façon suffisamment claire qu'à cette époque, le dispositif de sécurité entourant Hitler était encore laxiste ou incompétent, selon l'interprétation qu'on en fait. Tout était absolument ordinaire, c'était tout ce qu'il y avait de plus naturel. Il n'y avait rien de rigoureux, même à la chancellerie du Reich, la nouvelle chancellerie du Reich. Quand j'allais y travailler,
ou que je circulais à l'intérieur, sur les 400 mètres de toute la chancellerie, il n'y avait aucune surveillance.